Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre édition du JT Vu d'ailleurs. Comme chaque vendredi, bien vous le savez, on élargit le spectre sur TV Finance et nous parlons d'actualité économique, sociale, culturelle, internationale. Et justement, alors avant de démarrer cette nouvelle édition, je vous rappelle que notre focus, les articles qui nous inspirent et que nous souhaitons vous présenter, bien sont publiés sur le site internet www.vudailleurs.com. À l'international, quelques milliers de personnes ont convergé vers le Vieux-Québec mercredi dernier pour assister à l'arrivée du pape François. Pour certains, dont des survivants des pensionnats pour autochtones, cette visite était à la fois porteuse d'espoir et difficile en raison de mauvais souvenirs qu'elle remue. En introduction de la cérémonie, le Premier ministre Justin Trudeau a pris la parole, soulignant que la Commission de vérité et réconciliation avait demandé des excuses pour le rôle joué par l'Église catholique en tant qu'institution dans le système des pensionnats canadiens. Puis ce fut au tour, très attendu, du souverain pontife de prendre la parole. Deux critiques principales ont été faites à son égard depuis ses excuses lundi dernier en Alberta. Jamais il n'a mentionné les abus et agressions sexuelles dont les pensionnaires du Canada ont fait, les autochtones dont les pensionnats du Canada, et jamais il ne s'est excusé au nom de l'Église en tant qu'institution, préférant plutôt demander pardon pour le mal commis par de nombreux chrétiens. Mercredi, le pape François a donc parlé d'un système déplorable promu par les autorités gouvernementales de l'époque qui a séparé de nombreux enfants de leur famille et dans lequel diverses institutions catholiques locales ont été impliquées. C'est pourquoi il exprime honte et douleur et avec les évêques de ce pays, il renouvelle sa demande de pardon pour le mal commis par de nombreux chrétiens contre les peuples autochtones, a-t-il déclaré. Je vous rappelle le douloureux chapitre qui était au cœur de cette visite. Entre la fin du 19e siècle et les années 1990, quelques 150 000 enfants autochtones ont été enrôlés de force dans plus de 130 pensionnats subventionnés par l'État mais administrés en majorité par l'Église catholique. Ils y ont été coupés de leur famille, de leur langue et de leur culture et souvent, hélas, victimes de violences parfois sexuelles. On va marquer une pause et juste après, ce sera l'heure de retrouver l'actualité française. A tout de suite sur TV Finance. En France, dans l'actualité, où en sommes-nous de la robotisation de notre agriculture ? En effet, que ce soit la limitation de la consommation d'intrants chimiques, la réduction de l'impact sur les sols, l'allègement de la charge de travail pour l'exploitant, l'amélioration du bien-être animal dans les élevages, tous ces axes considérés comme des piliers de la troisième révolution agricole seront soutenus plus favorablement et plus facilement par la robotique qui est porteuse de grandes promesses pour aider le secteur à relever les défis qui l'attendent. Fin 2020, l'Hexagone comptait 14 000 robots agricoles en service, dont 80% pour la traite des vaches. 7 500 exploitations laitières sont désormais équipées, soit un élevage sur 5 et 70 à 80 des investissements actuels seraient des robots. Outre leur rôle dans une agriculture de précision visant la productivité par l'économie d'intrants, les engrais, les pesticides, l'eau, ces outils sont une solution face à la pénurie de main-d'œuvre et la pénibilité de certaines tâches. De nombreux verrous scientifiques et technologiques restent cependant à lever, reconnaissent toutefois les experts du secteur, comme on pense aux aspects sécuritaires, légaux, l'adaptation à l'environnement, l'interaction avec les humains, ainsi que la formation des utilisateurs et la maintenance des outils. Bref, toute une filière se développe et devrait encourager les recrutements à l'avenir dans ce secteur. On marque une pause et juste après, ce sera l'actualité culturelle dans le JT Vu d'ailleurs. A tout de suite sur TV Finance. À l'origine, les colonies de vacances permettaient d'emmener les enfants des villes au grand air afin de les oxygéner et de les dépayser. C'était aussi une façon de leur faire découvrir la vie en collectivité et de les préparer à vivre en société. Des dizaines d'années plus tard, l'état d'esprit reste le même. Pour un enfant, effectivement, partir en colonie de vacances, c'est découvrir de nouveaux espaces, faire la connaissance d'autres jeunes de son âge, ayant une expérience de vie différente, autant d'histoires à se raconter qui permettent à l'enfant de porter un nouveau regard sur sa propre vie. C'est aussi apprendre à quitter ses parents pendant un temps relativement court, et ce n'est pas simple, que ce soit
pour l'enfant et même pour les parents, mais essentiel pour l'apprentissage et l'autonomie de nos enfants. Comment devenir capable de dire ce qui est bien pour soi si les parents le font pour l'enfant? Comment choisir par soi-même? Comment apprendre de ses erreurs? Eh bien, les colonies de vacances sont bel et bien un espace d'apprentissage de l'autonomie et d'évolution en accéléré. Bref, une expérience de vie collective riche de sens à consommer sans modération dès cet été. Petite pause dans notre JT Vu d'ailleurs et juste après ce sera l'actualité internationale avec notre invité Stéphane Tiki, porte-parole et directeur de développement du groupement du patronat francophone. En sa compagnie, nous évoquerons le voyage du président français Emmanuel Macron en Afrique. Voilà, c'est un enregistrement, du coup je vous souhaite maintenant de très bonnes vacances puisque nous en prenons, nous, pour notre part, ces 3 prochaines semaines. Je vous souhaite d'excellentes vacances sur TV Finance. Bonjour, merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Nous sommes de retour dans votre édition du 29 juillet du JT Vu d'ailleurs. Et désormais, avec notre invité, nous allons parler actualité internationale et place de la France à l'international. Bonjour, monsieur Tiki. Bonjour, merci beaucoup pour votre invitation. Je vous en prie, merci beaucoup à vous de l'avoir accepté. Stéphane Tiki, je rappelle que vous êtes porte-parole et directeur du développement du groupement du patronat France et qu'avec vous, donc, on va commenter le voyage d'Emmanuel Macron en Afrique. Emmanuel Macron qui s'est rendu de lundi à jeudi en Afrique en passant donc par le Cameroun, le Bénin et la Guinée. Quel est l'objectif de cette visite, monsieur Tiki? Déjà, c'est un signe fort. Parce que c'est le premier déplacement du président de la République dans ce nouveau quinquennat. Et il va sur le territoire africain, quelques mois après avoir organisé ce sommet Afrique-France à Montpellier, où on était d'ailleurs présent. Il avait aussi reçu une partie de la diaspora à l'Élysée. J'avais fait partie de ces gens qu'il avait rencontrés. Et donc le voir venir sur le continent, c'est un vrai signe fort, en allant surtout le Cameroun, qui est le pays dans lequel moi je suis né et dans lequel j'ai grandi. Pour la petite histoire, il était même dans mon école maternelle, pardon. Donc c'est un voyage d'abord avant tout affectif, parce que je pense qu'il y a la relation entre la France, le Cameroun et l'Afrique, c'est d'abord une relation affective, puisque c'est une relation qui existe depuis tellement de temps, avec un vrai lien fort, le fait de partager ensemble cette belle langue qui s'appelle le français, mais aussi une ambition, je pense, économique pour retisser un lien dans cette francophonie économique que nous essayons de bâtir autour du président Jean-Louis Bechet au sein du groupement du patronat francophone, en disant qu'on est fiers de partager cette belle langue qui s'appelle le français, mais qu'on a envie de bâtir ensemble, de construire ensemble, de faire ensemble, et je pense que ça passe par un chemin économique. Et pour moi, cette nouvelle relation entre la France et le Cameroun, et plus largement entre la France et l'Afrique, passera d'abord par cette francophonie économique basée sur les PME, les TPE et les startups. Très clair. J'ai 2 questions à vous poser comme ça à brûle pour point, mais la première, est-ce que ce voyage a pour but très clair finalement de contrer un peu l'hégémonie chinoise et russe sur le continent africain? Oui, entre guillemets. C'est d'abord, je pense pas que ce soit que là pour contrer. C'est aussi pour remettre la place de la France, pour que la France reprenne sa place, qu'elle soit au centre du jeu sur le continent. C'est le retour de la France-Afrique, d'une certaine façon? J'aime pas tellement le terme France-Afrique parce que très souvent c'est vu comme un terme péjoratif. Mais disons que c'est le retour de cette connexion entre la France et l'Afrique, ou entre l'Afrique et la France, mais une connexion tout à fait nouvelle, puisque c'est une relation maintenant qui sera gagnante-gagnante. Et moi j'ai l'habitude de dire que je pense que la relation entre l'Afrique et la France est d'abord une relation affective, dans laquelle il y a eu des hauts et des bas. C'est vrai qu'il y a eu des bas un peu récemment, mais le plus important finalement c'est qu'on ait gardé un lien entre les deux, et quand vous voyez un peu l'accueil du président de la République française dans les différents types de pays dans lesquels il est allé, c'est quand même un accueil chaleureux, les gens ont envie de travailler avec la France, il y a une vraie envie de travailler économiquement avec la France, mais pour ça il faut une relation dans laquelle la France gagne, l'Afrique gagne, une relation gagnante-gagnante. Et c'est vrai que, par exemple, pour revenir sur le voyage au Cameroun, elle est symbolisée par 2 choses. Elle est symbolisée d'abord par Yannick Noah, que je connais un petit peu, qui a organisé justement chez lui au Club Noah, au village, de voir le président public qui se déplace dans un village, c'est aussi symbolique. Yannick Noah étant le dernier Français à avoir gagné Roland Garros, étant aussi le Camerounais, le seul, étant aussi d'ailleurs le Camerounais être parti au Cameroun pour devenir chef du village. Je trouve que la symbolique était belle. En plus, moi c'était dans mon école maternelle, et puis il y avait une séquence que j'ai beaucoup aimée aussi, c'est celle avec les jeunes, où le président public a parlé avec les jeunes à société civile, notamment Jonathan Niem, Jean-Patrick Kocha, Ilana Santos. Donc ça montre que le président public a parlé à la fois avec le président public du Cameroun, Paul Biya, mais aussi avec la jeunesse du continent et la jeunesse camerounaise. Alors justement, vous parlez de la jeunesse du continent, de la jeunesse camerounaise en particulier. On a cru pendant ces derniers trimestres,
cette dernière année que la jeunesse africaine remettait en cause la présence française, l'hégémonie française. Vous nous dites aujourd'hui, c'est plutôt le sentiment inverse qui se retrouve, qui nourrit la jeunesse africaine. En fait, pour vous dire, c'est plutôt une question du marché. C'est-à-dire, en fait, quand la France a été le pays qui a colonisé, pardon de le dire comme ça, ces pays francophones, la France avait le monopole à la sortie des indépendances, parce que de toute façon, les pays où on parlait français se tournaient vers la France, les pays dans lesquels on parlait anglais se tournaient vers l'Angleterre, avec le Commonwealth, et les pays lusophones se tournaient vers le Portugal. Donc la France avait le monopole. Aujourd'hui, nous sommes près de 60 ans après les indépendances, le marché est totalement différent. La France n'a plus le monopole, puisque le continent aujourd'hui est attractif. On parle d'un mot, je sais qu'on peut en parler ici, c'est la compétitivité, dans lequel aujourd'hui beaucoup de gens veulent aller sur ce continent-là, parce qu'ils se rendent compte que l'Afrique, c'est pas seulement le continent de demain, c'est aussi le continent d'aujourd'hui. Et j'ai l'habitude de dire, c'est une graine de cerise dans laquelle on aura des millions et des milliards de cerises. Et aujourd'hui, ce que je vous dis là, ça a été vu par les Chinois, par les Américains, par les Russes, par l'État d'Israël, par les Turcs et par plein d'autres. Donc la France, qui avait le monopole dans un autre temps, se retrouve aujourd'hui en compétition ou en concurrence avec d'autres pays aussi qui veulent s'importer sur le continent. Mais je trouve ça bien, ça met de la concurrence, ça met de la compétitivité, mais je n'oublie quand même pas que le premier lien avec ces pays-là, le lien historique, c'est avec la France. C'est avec la France, mais aujourd'hui, quand on regarde concrètement, donc on note la présence importante de la République de Chine et de la Russie, et dernièrement, il y a quelques pays francophones qui ont décidé de se rapprocher du Commonwealth. Alors, j'ai plus en tête le nom de ces pays, mais... le Gabon et Togo. Le Gabon et Togo. Est-ce que finalement, aujourd'hui, on ne peut pas se poser la question de la capacité de la France à assumer? Est-ce que la France a les moyens de ses ambitions, tout simplement, sur le marché économique? Moi, je pense que la France a les moyens de ses ambitions, parce que la France a quelque chose que les autres n'ont pas. Elle a ce savoir-faire particulier à la française que tout le monde adore et que tout le monde raffole dans pas mal de domaines, dans l'innovation, dans l'énergie, dans les nouvelles technologies, dans l'agriculture, et même dans la formation. C'est-à-dire, quand on a été dans des grandes écoles françaises, après, on a un savoir. Donc moi, la France a la moyenne de ses ambitions. Elle a des grandes entreprises, elle a des PME, des TPE, des ETI, des startups. Maintenant, c'est vrai que des pays comme le Gabon ont rejoint le Commonwealth, mais le Gabon reste quand même dans la francophonie. Mais je pense que c'est aussi parce qu'au départ, ces pays-là ne pensaient que on avait une relation dans laquelle on partageait seulement cette langue. Et maintenant, on se dit la vérité. On a envie de partager la langue, mais on a envie de faire aussi du business ensemble, de bâtir ensemble, de construire ensemble. Et donc, ce business, c'est pas une relation dans laquelle l'Afrique se trouve en retrait. C'est une relation dans laquelle l'Afrique est d'abord autour de la table et l'Afrique est aussi gagnante. Donc c'est cette nouvelle relation dans laquelle, voilà. Et c'est ça en fait qui change. Parce que dans les relations dans les années 60 et aujourd'hui, c'est que la vision de l'Afrique a totalement changé. Au début, les gens pensaient que l'Afrique c'était une nouvelle découverte, quelque chose qui arrivait et les gens disaient oui, mais de toute façon là-bas, est-ce qu'on va pouvoir faire quelque chose? Aujourd'hui, les gens se rendent compte que c'est l'inverse. L'Afrique est aujourd'hui au cœur du système. C'est le continent d'aujourd'hui et de demain. Et donc tout le monde a envie de venir. Et donc moi, je sais que la France a un lien privilégié, mais il va falloir aussi, et c'est d'ailleurs le cas de cette visite du président, d'abord se retrousser les manches, aller sur le terrain, parler de relations d'égal et égal, dans lequel tout le monde est gagnant, et puis bâtir et construire ensemble en faisant travailler les entreprises et patronats. Et nous, au sein du groupement du patronat francophone, on le fait, puisque d'ailleurs on a les 80 pays dans lesquels on parle français, donc dans les 40 du continent africain, et on travaille avec ces patronats-là. Et d'ailleurs, on a une différence. On ne dit plus, on vient changer ton pays, on vient développer ton pays. Nous, on vient être une aide ou un soutien au développement de ton pays en se basant sur une entité qui s'appelle l'intelligence économique, en analysant ton marché, quels sont tes besoins, quelle est l'offre et la demande, et comme ça, on aide à installer ces entreprises françaises et francophones dans ces pays-là pour faire du business ensemble, c'est-à-dire que pour faire grandir les pays à travers embaucher les gens, ça veut dire augmenter le pouvoir d'achat, baisser le taux de chômage, faire de la formation, faire des partenariats plus privés, faire du développement économique, et c'est ça en fait la clé, c'est faire du développement économique, qu'on fait d'ailleurs à travers la francophonie économique au niveau du groupement du patronat, qu'on fait aussi avec la francophonie culturelle, qu'on fait aussi avec la francophonie sportive, parce qu'on considère aussi que les entreprises sont là pour financer les sportifs et aider les sportifs aussi à pouvoir se développer. Et donc c'est vrai qu'on parle aussi bien du sport, qui est un vecteur de l'égalité des chances et de la méritocratie. Donc voilà, on le fait. Et moi je pense que la France, elle a les moyens de le faire.
La France a un vrai lien privilégié avec ces pays-là. La France a un lien historique avec ces pays-là. Maintenant, voilà, il faut se rendre compte d'une chose. Aujourd'hui, on est dans une nouvelle ère, dans l'ère où l'Afrique est le continent d'aujourd'hui et de demain. L'Afrique est très demandée parce que c'est un territoire très attractif. Et maintenant, il faut de la compétitivité. Et oui, il y a de la concurrence avec la Russe, les Américains, les Chinois, les Turcs et plein d'autres qui se rendent compte de ça. Et la France doit aussi se battre aux côtés des autres pour mériter sa place, et pour garder ce lien privilégié qu'elle avait tissé auparavant. Voilà. Et quand vous regardez par exemple sur les images de Yaoundé, l'accueil chaleureux dans lequel était accueilli le président de la République française, voilà, ça montre que les gens sont contents qu'il soit déplacé, qu'il soit présent. Il n'y avait pas eu de président de la République française, je crois, depuis 2014 au Cameroun. C'est beaucoup trop. Après, oui, il y a eu le Covid. Mais voilà, pour moi, le Cameroun aujourd'hui est un des piliers de l'Afrique centrale. Et la France a besoin de retisser des liens, de réchauffer cette relation-là avec tous ces pays autour qui ont envie qu'elles viennent et qui ont envie de développer économiquement. Maintenant, il faut que les entreprises puissent venir, qu'elles viennent en disant, voilà, on va travailler avec les locaux, parce que très souvent aussi c'était un problème de dire on vient avec notre équipe et puis bon, on va se baser sur ce qu'on fait. Non, là, il faut venir avec les locaux, qui sont les patrons de PME locales, les patrons de TPE locales, les patronats locaux, les chambres de commerce, qui sont sur le terrain, qui connaissent la réalité locale. Et puis, il faut peut-être faire quelque chose qu'on n'a pas fait depuis très longtemps, juste se dire que au lieu de travailler les uns contre les autres, on va peut-être travailler les uns avec les autres, main dans la main, en se regardant les uns et les autres, les yeux dans les yeux, avec l'envie de gagner ensemble et de construire ensemble cette nouvelle relation entre la France et l'Afrique. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Monsieur Tiki, merci beaucoup pour ces belles paroles et ces paroles très encourageantes. Je rappelle que vous êtes porte-parole et directeur du développement du groupement du patronat francophone. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, Monsieur Tiki. Cette édition du JTVU, d'ailleurs, se termine. Laissez-moi vous souhaiter d'excellentes vacances, puisque nous allons prendre nos congés estivaux. Je vous donne rendez-vous le 22 août prochain à 8h55 pour une nouvelle saison et une nouvelle édition du live, du JTVU d'ailleurs, et de la lettre de l'acheteur, le Minimag, en partenariat avec placedelabourse.fr. Je vous souhaite une excellente journée, de très bonnes vacances. Au revoir. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Entreprise et Innovation, votre rendez-vous innovation, développement économique et enjeux du digital sur TV Finance. Tous les jours, TV Finance met en lumière une société, un projet, des hommes et des femmes qui font l'entreprise d'aujourd'hui et de demain dans un monde en perpétuelle évolution. Pour y participer, contactez-nous sur tvfinance.fr.